Bienvenue à tous à ce nouveau webinaire sur la sécurité Azure AD. Notons qu'aujourd'hui, encore beaucoup de tenants Azure AD en production sont peu ou pas du tout configurés selon les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, Gaston Ndoubé vous parlera du nouveau paradigme de sécurisation des environnements cloud qu'on appelle le Zero Trust, de comment mettre en place le Zero Trust dans la configuration de Azure AD, des versions de Azure AD adaptées pour mettre en place la sécurité, également les configurations à mettre en place à minima pour un tenant de production qui respecte les bonnes pratiques. Et pour terminer, comment, à l'aide d'un outil automatisé, on peut auditer son Azure AD pour voir quelle est notre posture de sécurité aujourd'hui. Alors, nos webinaires, je tiens à rappeler que nos webinaires ne sont pas la suite disponible en replay sur notre page YouTube. Donc, nous vous prierons de garder vos micros fermés. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, je vais laisser la parole à Gaston pour commencer la présentation. Merci. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Juste, j'aimerais que tu me confirmes qu'on m'entend bien. Oui, très bien. OK, Pour ma d'accord. part, c'est j'espère pour nos participants aussi. OK, merci Fabrice, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Euh, je m'appelle Gaston Doumbé. Je suis architecte sur Microsoft 365 et je suis aussi Microsoft Certified Trader. Et mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les clients dans, dans les problématiques autour de la plateforme Microsoft 365, donc Microsoft 365, sur les problématiques de migration déjà, d'intégration, de sécurisation et même de gouvernance. Donc, si c'est un sujet, si l'un de ces sujets, n'est-ce pas, vous dit quelque chose ou si vous avez besoin d'en discuter, on pourra, n'est-ce pas, dans le cadre de prochain, vous avez tous les contacts info@st.digital pour pouvoir entrer en contact avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, c'est celui de la sécurité sur Azure AD. Et le sous-titre de cette présentation, c'est la configuration minimale viable pour un tenant de production. Bien sûr, vous l'aurez bien compris, c'est que quand on parle de configuration minimale viable, ça veut dire qu'il y a des configurations qui ne sont pas viables. Et aujourd'hui encore, et c'est vraiment euh, avec les larmes aux yeux que je peux le dire, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, n'est-ce pas, n'adoptent pas, n'est-ce pas, les configurations qui sont, n'est-ce pas, viables pour que le tenant soit un tenant de production. Et donc, on va voir ça. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de tenir la présentation dans, n'est-ce pas, comme ça a été prévu. On va essayer de faire 1 heure. Je vais essayer de faire une présentation en disons, 30 minutes par là, et puis on va laisser une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, vous avez le sommaire que je vous propose à l'écran. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la session, il y aura un petit cadeau. Il y aura même 2 petits cadeaux, n'est-ce pas? Et je suis sûr que vous n'allez pas regretter d'être venu ce soir. Eh bien, ce qu'il faut dire, je vais commencer d'abord par cette slide introductive pour vous montrer un truc qui est très important et que les clients oublient souvent, c'est la notion de responsabilité quand on souhaite, n'est-ce pas, acquérir un produit cloud. On va dire un produit cloud, que ce soit Microsoft 365, Azure ou AWS. Eh bien, ce que vous voyez là à l'écran, c'est la matrice de responsabilité. Donc, comme vous le voyez, elle est divisée en 3 parties. Vous avez les responsabilités du client, vous avez les responsabilités qui varient entre le client et le fournisseur. Et ensuite, vous avez les responsabilités qui sont exclusives au fournisseur. Le fournisseur ici peut être Microsoft, si vous êtes par exemple sur Microsoft 365, ou, n'est-ce pas, AWS si vous êtes sur une autre plateforme concurrente, ou même Google. Donc, vraiment très important de vous fixer cette slide parce que tout part de là. C'est-à-dire que
si on remonte un peu en haut, vers le haut de ce tableau, et regardez la troisième ligne, celle qui est entourée en rouge, vous voyez Account et Identities. Quel que soit le cloud, la responsabilité, donc les comptes et les identités sont de la responsabilité du client. Vraiment, ça, il faut le souligner à double trait. Les comptes et l'identité sont de votre entière responsabilité. C'est-à-dire que le fournisseur ne sera jamais, n'est-ce pas, sa responsabilité ne sera jamais engagée si votre fournisseur d'identité n'est pas bien configuré, si vos comptes ne sont pas bien configurés. Et d'où, n'est-ce pas, le sujet de ce soir, c'est que nous voulons, n'est-ce pas, apprendre à sécuriser nos environnements Azure AD de production. Pourquoi on s'intéresse à Azure AD? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, n'est-ce pas, migrent vers le cloud. Et c'est une bonne chose. Le cloud amène beaucoup de facilité, l'élasticité, n'est-ce pas, le fait qu'on ait la capacité à la demande, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, n'est-ce pas, en regardant cette matrice de responsabilité, le cloud n'est pas configuré par défaut. Donc, ça, c'est souvent quelque chose que les clients oublient, c'est que le cloud n'est pas configuré par défaut et que quand quand vous envisagez de migrer vers le cloud, vous avez quand même une responsabilité, c'est celle de bien configurer vos environnements. Alors aujourd'hui, à quoi ressemble, n'est-ce pas, par exemple, la configuration de Azure AD qui est en production? Je vais vous citer là un rapport de Microsoft. C'est un rapport qui a été publié par Microsoft dans Microsoft publie un journal de sécurité qui s'appelle Cyber Signals. Je vais mettre le lien, n'est-ce pas, dans le chat de la réunion, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, pour ceux que ça intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est une statistique qui a été faite en 2021. Donc, il y a à peu près 2 ans, 83 millions d'attaques. Ça c'est les attaques que subissent le service Azure AD dans le monde. D'accord? En une année, 83 millions. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et dans cette statistique, Microsoft disait que 22%, n'est-ce pas, par exemple, des tenants qu'ils ont audités, n'est-ce pas, 22% ne disposent pas d'une authentification forte, n'est-ce pas? Et tu as 78% de tenants Azure AD qui n'ont pas d'authentification, en fait, non, tu as 78% qui n'ont pas d'authentification plutôt, et que 22% qui respectent les normes. Donc ça c'est par rapport à l'authentification. Là, on parle des trucs comme le MFA, par exemple, sur les comptes. Vous imaginez, aujourd'hui encore, vous avez des gens qui mettent un Azure AD en production, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui ne mettent pas un facteur d'authentification qui soit additionnel, en plus de ce qu'on connaît qui est le compte et le mot de passe. Ouais. Et c'est sûr que de 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a effectivement eu beaucoup de tenants qui sont entrés en production et c'est sûr qu'on n'a pas encore eu les chiffres de 2023 actuels, mais je suis sûr que la situation n'est pas très différente de 2021. Et aujourd'hui, si vous suivez l'actualité pour tout ce qui est cybersécurité et sécurité, vous allez voir que beaucoup d'environnements, beaucoup de gens encore se font prendre, n'est-ce pas, dans le fait que comme les environnements ne sont pas bien configurés, n'est-ce pas, on est, n'est-ce pas, devenu, n'est-ce pas, comme moi je dis souvent, de la chair à canon pour les cybercriminels et les gens profitent de ça pour pouvoir, n'est-ce pas, vous faire du mal, mettre vos environnements à mal et voler vos données, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un peu le contexte dans lequel nous sommes en train de réaliser ce webinaire. C'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'identité, c'est le nouvel enjeu des cybercriminels. Et généralement, quand on est sur Azure AD, vous avez deux configurations. Vous avez des gens qui sont en configuration hybride, c'est-à-dire qui ont un AD local qui va synchroniser avec un Azure AD, ou vous avez des gens qui sont en full Azure AD. Et donc, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, vous avez l'obligation de configurer. Mais nous, pour simplifier le sujet, on va partir, n'est-ce pas, sur un cas où, n'est-ce pas, on est en full Azure AD et puis on va voir ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, l'une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que je vais introduire maintenant une notion, le cadre général de la sécurisation de tout cloud, pas même seulement que ce soit M365, Azure, AWS, Google Cloud, ainsi de suite.
ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le zéro trust. Eh bien, le zéro trust vient du fait que dans l'industrie, aujourd'hui, on dit qu'il y a, on va dire que les normes ou les standards de sécurisation sont en train de changer. Ils changent pourquoi? Ils changent parce que l'environnement change. Et donc, il y a ce standard-là qu'on a appelé le zéro trust. Le zéro trust, c'est pas une terminologie de Microsoft, c'est une terminologie qui est, on va dire, agnostique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éditeurs qui utilisent ce concept. Mais ce qui est important et ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce qu'on appelle le zéro trust, c'est généralement, le zéro trust est basé sur trois principes fondamentaux. Donc, il y a un principe. Le premier principe, c'est vérifier explicitement. Le deuxième, c'est l'administration selon le principe du privilège minimum. Et le troisième principe, c'est supposer une violation. Donc, ce que en anglais, on dit souvent assume breach. Eh bien, c'est autour de ces principes que doit être organisée la sécurisation de votre environnement cloud. C'est-à-dire que vérifier, par exemple, explicitement, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les principes, mais je vais, par exemple, expliquer que vérifier explicitement veut dire que chaque fois que quelqu'un veut se connecter à votre environnement, il doit être vérifié. Pourquoi? Parce que sa posture de sécurité peut changer d'une minute à l'autre. Quelqu'un peut être, par exemple, sur son poste de travail, de travail qui a été fourni par l'informatique et qui est supposé être peut-être, je dis bien supposé, qui est supposé être sécurisé. Et puis, la minute d'après, il ouvre son mail sur, par exemple, son poste personnel. Et à ce moment-là, parfois, dans les environnements qui ne sont pas sécurisés, on ne vérifie pas cette nouvelle authentification. Eh bien, si vous fonctionnez comme ça dans le cloud, vous ouvrez là une porte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un bris de sécurité, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas dans les principes du zéro trust. Donc, vous allez voir que dans les principes que nous allons énoncer dans les bonnes pratiques de sécurisation de l'Azure AD qu'on va mettre en place, on va essayer de couler, n'est-ce pas, à la peau de ces trois principes. Si je prends le deuxième principe, par exemple, administrer selon le principe du moindre privilège. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent Azure AD, qui est un service cloud, fournisseur d'identité des produits Microsoft dans le cloud, et ce qu'on appelle Active Directory, qui est le service classique, n'est-ce pas, de l'identité que nous connaissons, enfin, qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui a rendu beaucoup de services au monde de l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Avant, quand vous avez par exemple un compte d'administrateur AD, c'est un compte d'administrateur qui est créé dans votre serveur, qui est dans votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compte administrateur Azure AD, lui, vous le créez dans le cloud de Microsoft. Et donc, en termes de sécurisation, ce n'est pas les mêmes dispositifs que vous devez prendre. Par exemple, si vous appliquez bien le principe du moindre privilège, personne ne devait avoir le compte Global Admin Azure AD 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous dormez, quelqu'un peut pirater votre compte, n'est-ce pas, Azure AD, Global Administrateur, et vous foutre dans la merde. Ce qui peut être relativement difficile, n'est-ce pas, pour votre compte AD. Pourquoi? Parce que votre compte AD, c'est pour y avoir accès, il faut aller peut-être dans votre entreprise, entrer, tuer tous les gardiens, je ne sais pas moi, ou tuer, je ne sais pas, la sécurité, entrer dans votre data center, ainsi de suite. Vous voyez que beaucoup de gens, n'est-ce pas, transposent les mêmes dispositifs de sécurité qu'on a, n'est-ce pas, sur un environnement classique dans le cloud. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut garder ces principes en tête, n'est-ce pas? C'est que chaque fois que vous pensez sécurisation de votre environnement Azure AD, ici on parle de Azure AD, pourquoi? Parce que Azure AD, c'est la base. Si vous n'avez pas de sécurité dans l'identité, vous n'avez pas de sécurité du tout. Tout ce que vous allez faire après, les données, les postes de travail, ce sera zéro parce que l'identité, c'est la base de tout. D'accord? Donc, c'est très important d'intégrer ces principes. Et puis, le troisième principe, supposer une violation, on peut dire quand même quelque chose, c'est que supposer une violation, c'est qu'on part du principe qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est que quel que soit les dispositifs qu'on met en place, un attaquant peut toujours passer. Mais il faut qu'on ait quand même quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on puisse faire quand un attaquant est passé, il faut qu'on puisse savoir comment il est passé, quand il est passé, qu'est-ce qu'il a fait et quelles sont les données auxquelles il a eu accès,
ainsi de suite. Donc, tous ces principes, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, aménagés pour pouvoir mettre votre tenant Azure AD aux normes. Donc, autre chose, n'est-ce pas, c'est que vous avez certainement entendu parler de cette maxime, n'est-ce pas, en latin, qui dit si vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je veux vous expliquer ce qu'on appelle la kill chain d'une attaque Azure AD. Quand on parle de kill chain, la kill chain, c'est quoi? La kill chain, c'est un peu, on va dire, c'est le dispositif. Comment est-ce qu'un attaquant fait, n'est-ce pas, pour attaquer votre Azure AD? Il faut que vous puissiez le comprendre. Parce que si vous comprenez bien comment l'attaquant pense, vous êtes, n'est-ce pas, à même de savoir quelles sont les différentes, n'est-ce pas, mesures de sécurité que vous mettez en place. Donc, dans la kill chain de Azure AD, la première étape, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? C'est que là où vous êtes en train de suivre ce webinaire, moi, je ne vous connais pas. La première chose que je peux me demander, c'est que est-ce que dans votre entreprise, on utilise Azure AD? Eh bien, vous allez voir dans quelques minutes qu'il est très facile de connaître que quelqu'un utilise Azure AD. Parce que Azure AD by Design, c'est un service qui est global. D'accord? Il y a, n'est-ce pas, c'est documenté, n'est-ce pas? Comment, n'est-ce pas, les attaquants font pour savoir même que votre messagerie a comme gestionnaire d'identité Azure AD. Donc, c'est très important de connaître. Donc, après l'étape de reconnaissance, vous avez maintenant les étapes supplémentaires qui sont la compromission, ainsi de suite. Je vais mettre une deuxième ressource dans le chat. C'est vraiment important pour ceux qui aiment la lecture. C'est une ressource qui concerne ceux qui sont... Parce que dans le monde de la cybersécurité, vous avez ce qu'on appelle les blue teams et les red teams. Donc, vous savez que les blue teams, c'est ceux qui sont en posture de défense et les red teams, c'est ceux qui sont en posture d'attaque. Donc, je vais mettre une ressource, une autre ressource. En fait, c'est un article sur Internet qui est vraiment bien rédigé. C'est Azure AD Introduction for Red Teamers. Donc, c'est pour les gens qui attaquent. Bien sûr, on est ici tous pour apprendre. On n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. Donc, tout ce que vous allez voir là-bas, s'il vous plaît, comme on dit souvent dans les trucs de catch, n'essayez pas ça chez vous, n'essayez ça chez personne. Donc, vous pouvez l'utiliser pour votre éducation personnelle, mais n'allez pas, n'est-ce pas, faire du tort aux personnes. On est en famille. Donc, voilà, donc c'est cette ressource-là. Eh bien, comment donc les gens arrivent à identifier que vous avez, par exemple, de l'Azure AD? Donc, je vais mettre un lien dans le chat et vous pouvez l'essayer avec moi. Je vais mettre un lien dans le chat. Donc, euh, voilà. Dans ce lien-là, login, machin, machin, là où il y a le username, n'est-ce pas? Vous remplacez le username par votre adresse email et puis vous aurez un résultat sur la forme d'un fichier XML. D'accord? Prenez n'importe quel email dans le monde entier aujourd'hui qui existe, vous remplacez par la partie, là, après le égal là, username, ainsi de suite. Si dans le fichier XML qui s'affiche, n'est-ce pas, vous avez manage, manage veut dire que en fait, en fait, ça je vous donne l'interprétation. Manage veut dire que, n'est-ce pas, vous êtes, n'est-ce pas, ce email est géré par un environnement Azure AD. Donc, vous voyez que même sans vous connaître, je suis en Chine, au Japon, j'ai vu votre email passer quelque part sur une liste de diffusion, je peux connaître si votre gestionnaire d'identité, c'est de l'Azure AD derrière. Et puis, n'est-ce pas, je peux, n'est-ce pas, en utilisant d'autres processus, n'est-ce pas, aller, par exemple, faire de l'escalade de privilèges, ainsi de suite. On ne va pas entrer dans tout ça. Mais ce que je veux vous montrer à travers cette live, c'est que c'est très facile aujourd'hui pour n'importe qui est assis quelque part de venir, n'est-ce pas, d'abord reconnaître que vous avez de l'Azure AD et puis de faire même des choses supplémentaires qu'on va voir, que je vais vous montrer. C'est la slide qui s'affiche là à l'écran. C'est un outil qui a été développé qui s'appelle AAD Internals. En fait, AAD Internals vous montre les différentes postures ou les différentes commandes, n'est-ce pas, de choses qu'on peut avoir, n'est-ce pas, quand on a un Azure AD. Donc, dans cette utilitaire AAD internal, tout ce que vous voyez là, c'est des commandes en PowerShell. Donc, si je suis par exemple un outsider, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur.
je peux taper ces commandes-là avec cet outil et parfois, même sans être authentifié, je peux avoir plein d'informations sur votre Azure AD. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est que même sans authentification, on peut avoir effectivement, comme l'exemple que nous venons de voir là, on peut avoir beaucoup d'informations sur vous, sur votre Azure AD. Et maintenant, vous avez un autre phénomène, c'est que si vous êtes par exemple utilisateur ou invité dans un Azure AD, je ne sais pas si vous avez déjà eu, n'est-ce pas, vous avez déjà eu, est-ce que vous savez comment on crée un invité sur Azure AD? Il suffit que quelqu'un dans votre organisation, n'importe qui, invite quelqu'un d'externe à une réunion Teams. Qu'est-ce qui se passe dans l'Azure AD? Azure AD va créer un compte invité dans l'arrière, donc dans votre tenant, et cette personne-là a accès à un certain, n'est-ce pas, à un certain nombre de fonctionnalités. Si vous regardez les paramètres par défaut d'un utilisateur sur Azure AD, c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, on va regarder. Donnez-moi une minute. Je vais départager mon écran et je vais vous afficher on va regarder parce que c'est très important de le voir. Je vais arrêter ce partage et euh, je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, je vais aller sur le site de Microsoft. Voilà. C'est c'est les autorisations par défaut d'un utilisateur. Quelles sont les autorisations d'utilisateur par défaut sur Azure AD? Je ne sais pas s'il y a des gens de la sécurité là, mais vous allez voir. Regardez. Si je suis un simple utilisateur dans votre Azure AD, donc ça, c'est la partie pour les utilisateurs et la partie pour les invités. Donc, vous avez la première colonne là, c'est pour les utilisateurs. Regardez ce qu'un utilisateur peut faire. Il peut énumérer la liste des utilisateurs. Il peut lire toutes les propriétés. Bon, là encore, ce n'est pas choquant. Il peut gérer son numéro, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais regardons par exemple pour les groupes. Il peut créer des groupes de sécurité. Donc, il y a des gens qui, dans leur environnement, peuvent accepter ça. Mais regardez, par exemple, sur la partie applicative. Il peut inscrire et créer de nouvelles applications. D'accord? Ça veut dire que le gars, il peut attacher à votre tenant n'importe quelle application, même une application qui est potentiellement une application qui est en fait l'application qu'un hacker a utilisée. Ça, c'est les configurations par défaut, bien entendu. Il peut énumérer la liste de toutes les applications. Il peut gérer les propriétés des applications. N'est-ce pas? Si on va par exemple sur l'organisation, il peut lire toutes les informations de l'entreprise. Il peut lire tous les domaines. Ça c'est incroyable. Il peut lire la configuration de l'authentification et il peut lire les contrats de partenaires. Regardez, ça, c'est la section pour les invités. L'invité peut lire le nom de l'entreprise, il peut lire tous les domaines, il peut lire la configuration de l'authentification. Vous voyez? Ça, c'est un invité. Donc, c'est quelqu'un qui est venu par hasard, on peut dire comme ça dans votre Azure AD. C'est même pas. Regardez, par exemple, sur la partie abonnement. L'abonnement, c'est le tenant. Il peut lire tous les abonnements de gestion de licence, il peut activer l'appartenance et puis, bon, l'invité, lui, n'a rien, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, je vous montre tout ça pour vous dire quoi? C'est que si vous laissez votre configuration par défaut, eh bien, l'utilisateur par défaut a beaucoup de en fait, beaucoup de droits. Il a beaucoup de droits. Et donc, votre travail, n'est-ce pas, en tant que IT et dépositaire de cette infrastructure, c'est de réduire ces droits. Mais si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas les réduire. Ou si vous n'avez pas été informé, vous n'allez pas, n'est-ce pas, être sensibilisé au fait que vous pouvez être assis et penser que votre tenant est sécurisé, mais alors il ne l'est pas. D'accord? Donc, je vais revenir à ma présentation. Je vais revenir dans mon slide. Une minute. Ah, ce ne sera pas long. Donc, voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer que vous avez, n'est-ce pas, les utilisateurs, n'est-ce pas, dans votre Azure AD qui ont déjà une pléthore de droits qu'ils n'ont pas. Et
vous imaginez bien que si un utilisateur utilise mal ses droits, n'est-ce pas, ça peut être, n'est-ce pas, quelque chose de catastrophique. Donc, j'étais à la slide, voilà, on était en train de voir, plutôt, voilà, on était en train de voir, on parlait de la kill chain d'une attaque Azure AD. Eh bien, donc, imaginez, aujourd'hui, il est très facile d'avoir, n'est-ce pas, en tant que même quelqu'un d'externe, d'avoir un certain nombre d'informations sur votre Azure AD. Vous avez des utilisateurs qui ont des droits énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que vous êtes sur Azure AD, si j'arrive à pirater le compte d'un utilisateur, rappelez-vous, je vous ai dit que vous avez plein d'environnements qui n'ont pas, par exemple, du MFA. Il y a plusieurs techniques pour pirater le compte d'un utilisateur. Tous vos utilisateurs ne sont pas avisés sur le plan de la sécurité. Si j'arrive à pirater le compte d'un utilisateur, est-ce que vous voyez l'enchaînement? Est-ce que vous voyez, si j'arrive à pirater le compte d'un utilisateur, est-ce que vous voyez le nombre de choses que je peux faire? Parce que si j'arrive à pirater son compte, je peux prendre son compte en contrôle et je peux être un utilisateur et je peux donc avoir droit à tout ce qu'un utilisateur peut faire. Donc, il faut bien garder ça en tête et savoir dans quel environnement nous évoluons. Donc, ça, c'est, on va dire, le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est d'abord d'être conscient de la notion de risque. Bon, il y a cette définition du risque que j'aime bien, c'est que c'est celle qui dit que le risque, c'est un produit, donc c'est le résultat d'une multiplication entre la probabilité et l'impact. Bien sûr, ce n'est pas une définition académique, donc, mais c'est une définition de terrain. Prenez ça comme ça. Donc, c'est une définition de terrain. Donc, le risque, donc, c'est ce produit-là. Et si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que pour ce qui est de la probabilité d'attaque, elle est certaine. Si on réfléchit en termes de, de pourcentage, on est presque à 100%. Si vous êtes sur Azure AD, c'est sûr que vous serez attaqué un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réduire l'impact. Et vous pouvez même sur la probabilité, il y a des manières de réduire la probabilité. Parce que si vous regardez ça, ce calcul simplifié là, c'est que nous tous, on veut que le risque tende vers zéro. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'un de ces facteurs, ou même les deux, tendent vers zéro pour avoir le zéro, n'est-ce pas, égal le risque. On veut tendre vers zéro. Bien sûr, on ne va pas atteindre le zéro, mais notre problème, c'est qu'on va réduire, n'est-ce pas, que ce soit la probabilité ou l'impact. Donc, le premier outil que Microsoft met à votre disposition, c'est ce qu'on appelle le score d'identité. Donc, si vous avez la possibilité d'aller aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demanderai, si c'est un sujet qui vous intéresse, de regarder votre score d'identité. Le score d'identité, c'est un score que Microsoft donne et qui est basé sur un ensemble de paramètres et sur l'analyse de votre environnement et qui vous donne, n'est-ce pas, une image de où est-ce que vous en êtes au niveau sécurité. Vous savez que ce soit dans le monde de la sécurité ou ailleurs, on dit que vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Donc, c'est toujours important de mesurer, de savoir où est-ce qu'on en est. En plus, ce score d'identité-là, en fait, il fait une comparaison entre votre entreprise et les entreprises similaires de même taille, n'est-ce pas, de vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va vous donner un score, n'est-ce pas? Et en dessous de ce score, vous aurez ce qu'on appelle des improvement actions. Donc, j'ai pris une image. Hein, donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va juste montrer. Donc, on a ce qu'on appelle les improvement actions qui sont en bas là. Et sur chaque action, Microsoft va vous dire, pour augmenter votre score, en fait, votre posture de sécurité, voilà l'action que vous pouvez entreprendre et ça va vous donner donc des points et ça va faire que votre score d'identité va augmenter et vous allez pouvoir tendre vers, n'est-ce pas, le 100% qu'on veut atteindre tous. D'accord? Mais il y a quand même du travail parce que dans ces actions-là, vous avez des actions. Il va vous donner aussi dans une de ces colonnes ce qu'on appelle l'impact sur l'utilisateur. Parce qu'il y a des actions qui, on va entreprendre, mais ça va toucher tout le monde. Donc, et effectivement, il faut faire attention quand on entreprend ce genre d'action, parce qu'il y a des actions qui sont transparentes pour l'utilisateur, mais il y a des actions qui vont toucher tout le monde et qui vont, n'est-ce pas, demander de la planification. Et c'est là que un acteur comme ST Digital peut vous aider, n'est-ce pas? Par exemple, si vous voulez, on va dire, démocratiser le MFA, n'est-ce pas, à l'échelle de votre organisation, quel est le MFA que vous allez choisir, comment vous allez communiquer à vos utilisateurs, comment faire l'adoption, ainsi de suite. Donc,
un petit sujet, ça peut être un petit sujet sur le plan de la sécurité et de la configuration informatique, mais ça peut représenter un gros sujet sur le plan, n'est-ce pas, de la mise en œuvre. Donc, ça, c'est une chose. Donc, première chose, consulter son score d'identité. Ça s'appelle Identity Secure Score. Donc, vous allez dans votre Azure AD, n'est-ce pas, et vous allez le trouver dans la partie sécurité. Quand vous allez dans Azure AD, vous cliquez sur l'onglet sécurité et vous allez trouver le Identity Score. Donc, maintenant, on va venir au nœud de notre webinaire, c'est les configurations minimales à mettre en place pour un tenant de production. D'abord, première chose qu'il faut signaler, c'est que quand vous avez de l'Azure AD, il faut avoir des licences adaptées pour pouvoir faire de la sécurité. Ça aussi, c'est une des choses que les clients, n'est-ce pas, tendent à oublier. Mais nous sommes là pour vous le rappeler, c'est que ce n'est pas avec n'importe quel plan d'Azure de Microsoft 365 qu'on est capable de mettre de la sécurité. Et donc, je vais vous dire cet après-midi que pour mettre de la sécurité sur Azure AD, il faut que vous ayez des licences Azure AD minimum P1 et P2. Donc, minimum P1, ça veut dire que on est, voilà, P1 et P2. P2, c'est parfait, c'est bien, parce que vous allez, n'est-ce pas, être capable de faire des choses, n'est-ce pas, beaucoup plus facilement. Si vous avez, par exemple, des plans comme du Office 365 E3, ce n'est pas suffisant. Vous pourriez mettre une certaine forme de sécurité, mais vous n'allez pas aller aussi loin que ce qu'on veut que vous fassiez. Et vous n'aurez pas la flexibilité que vous avez avec les licences P1, n'est-ce pas, et P2. Donc, je vais parcourir, je ne vais pas entrer dans le détail de trucs parce que de toute façon, on a une ressource qui va vous aider comment, n'est-ce pas, mettre en place ces différents trucs. La première chose qu'il faut faire, quand on a un Azure AD de production, c'est de configurer ce qu'on appelle un break glass account. Le break glass account, c'est un compte d'urgence qu'on peut utiliser au cas où les comptes, n'est-ce pas, usuels d'administration, n'est-ce pas, ne marchent pas. Par exemple, dans un cas où le MFA devient indisponible pour une raison ou pour une autre. Et tenez-vous tranquille, c'est déjà arrivé. Parce que Microsoft, n'est-ce pas, la recommandation de Microsoft, c'est que tous les comptes doivent avoir le MFA. Tous les comptes, administrateurs, utilisateurs, ainsi de suite. Donc, imaginez que vous, comme administrateur, vous voulez vous authentifier à votre environnement et que, pour une raison ou pour une autre, le MFA ne marche plus. À ce moment-là, vous devez, n'est-ce pas, faire recours à votre compte Break Glass Account. Très important. Et vous avez toute une documentation de Microsoft, n'est-ce pas, sur le sujet. Comment est-ce qu'on le crée? Attention, c'est un compte simple avec un mot de passe simple, mais sa gestion répond à une certaine organisation. Donc, notamment, le mot de passe doit convenir à certains critères et il doit être gardé d'une certaine façon. Donc, Microsoft a une documentation sur le truc. Donc, pour ce qui est du multifacteur pour les rôles d'administration, je ne reviens pas dessus, mais je reviens par exemple sur la troisième configuration à mettre en place, c'est mettre en place un multifacteur qui est phishing résistant pour tous les utilisateurs. C'est important de dire que le multifacteur soit phishing résistant parce qu'aujourd'hui, le multifacteur de base, qui soit, n'est-ce pas, par exemple, sur le SMS, n'est pas phishing résistant. D'accord? Il y a des exemples n'est-ce pas, des exemples qu'on a eu récemment d'attaques, n'est-ce pas, notamment quand on parle de fatigue MFA, n'est-ce pas, qui utilisent des MFA qui ne sont pas des MFA aux normes. Donc, si vous voulez être sécurisé, vous avez aujourd'hui du MFA phishing résistant. Et si vous ne pouvez pas faire du MFA phishing résistant, il y a des options avec notamment l'application de Microsoft qu'on appelle Authenticator qui permet d'avoir quand même un bon niveau de MFA. Regardez là où il y a le point 5 et 6. Bloquer les utilisateurs à risque et bloquer les connexions à haut risque. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez, mais ça, vous ne pourrez le faire que si vous avez la licence Azure ADP2. C'est une licence particulière que vous pouvez acquérir, n'est-ce pas, même de façon autonome, n'est-ce pas? En fait, cette fonctionnalité fait appel à la fonctionnalité de Microsoft qu'on appelle le Identity Protection. C'est-à-dire que Microsoft, dans son back-end, va, n'est-ce pas, évaluer les utilisateurs et les classer par leur niveau de risque. Par exemple, s'il y a un utilisateur qui se connecte, par exemple, d'un navigateur anonyme, Tor,
ou bien d'une adresse IP qui a déjà été flaguée par Microsoft comme ayant une adresse IP qui est, par exemple, utilisée par les pirates, n'est-ce pas? Cette information sera remontée dans l'Azure AD et vous pourrez utiliser dans ce qu'on appelle les conditional access, dans les stratégies d'accès conditionnel, pour pouvoir bloquer la connexion de ces utilisateurs. Et comme je dis, vous ne pourrez le faire que si vous avez des licences Azure AD P2. Voilà. Donc, autre truc sur lequel je peux revenir, je peux par exemple revenir sur la fonctionnalité, la configuration 13, c'est-à-dire activer l'accès limité dans le temps pour les comptes à haut privilège. Donc, les comptes à haut privilège, c'est quoi? C'est le Global Admin, c'est l'administrateur Exchange, c'est l'administrateur, je pense, de SharePoint. Donc, il y a une liste de comptes à haut privilège. Donc, ces gens-là, ils ne doivent pas avoir un accès illimité à l'environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça représente un risque. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous devez mettre en place ce qu'on appelle le PIM. Donc, c'est une fonctionnalité de Azure AD, mais qui n'est possible que si vous avez du Azure AD P2. Donc, le PIM, ça permet de faire quoi? Ça permet que, au lieu de d'avoir, par exemple, quelqu'un qui s'authentifie, un administrateur avec son compte et un utilisateur, ce qui va se passer, c'est que l'administrateur aura droit à activer ce privilège, mais il va activer ce privilège qui est limité dans le temps. Ça, c'est dans la configuration qu'on le fait. Donc, on va par exemple dire que par défaut, le privilège, il est actif pendant les 8 heures, qui représentent peut-être les 8 heures de travail. Et vous pouvez même mettre de l'autorisation derrière. C'est-à-dire que vous pouvez faire que chaque fois que je demande un privilège global admin, ça va chez, par exemple, la sécurité. Si vous avez une équipe de sécurité, que l'équipe de sécurité autorise cet accès, ou alors vous pouvez ne pas mettre. Et tous ces accès sont audités. Auditer, ça veut dire qu'on peut revenir, n'est-ce pas, et voir qui a fait quoi dans l'environnement. C'est très important. Aujourd'hui, on voit plutôt des gens qui ont des environnements qui sont ouverts. Donc, tout le monde, vous avez même des gens qui ont 5, 6, 8 comptes global admin. Les gens se connectent n'importe comment. Si, par exemple, un de ces comptes est piraté, vous n'aurez aucun moyen de le savoir. Mais avec le PIM, chaque fois que vous faites une élévation de privilège, il y a un flag qui est entré, il y a potentiellement quelqu'un qui va autoriser cette autorisation de privilège et vous êtes beaucoup plus sécurisé. Donc, on a 17 configurations qu'il faut mettre en place. Ça, c'est les configurations minimales. Vraiment, ça, c'est le minimum que vous devez avoir avant de dire que vous mettez votre environnement en public, que les gens commencent à l'utiliser. Vous avez, n'est-ce pas, le 13, 14 et 15, tout ça, ce sont les fonctionnalités du PIM. Et puis, il y a aussi le 16, très important, restreindre l'accès invité. Je vois encore ça dans beaucoup de tenants de clients. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que dans une organisation sécurisée, ne permettez pas que les utilisateurs invitent les comptes invités sans que vous ne soyez au courant. C'est vrai, ça aide beaucoup plus sur la collaboration. C'est-à-dire que je veux créer une réunion Teams. Je suis dans une équipe projet. Il y a un prestataire externe. Je crée la réunion. Je mets juste son mail. Oui, ça va l'inviter et on pourra collaborer dans notre réunion Teams. Mais vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les droits qu'un invité peut avoir. Eh bien, dans un tenant sécurisé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans un tenant sécurisé, c'est le service IT ou les administrateurs qui créent les comptes invités. Et ces comptes invités ont été prévalidés. D'accord? Donc, à vous donc de mettre en place un process pour que ce processus-là soit le plus fluide, que ce ne soit pas un truc bloquant pour l'utilisateur, mais dans un environnement qui est sécurisé, on ne permet pas que n'importe qui, à n'importe quel moment, puisse, n'est-ce pas, inviter un compte invité. Et puis, le point 17, c'est la collecte des logs Azure AD. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Il faut savoir que Microsoft recycle les logs Azure AD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement qui utilise de l'Azure AD en background, vous ne pourrez pas remonter à plus de 90 jours de log, par exemple. Ça, c'est le maximum que Microsoft peut faire. Donc, 90 jours, c'est quoi? C'est presque 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas, si quelque chose se passe sur votre Azure AD et que vous ne faites pas de la collecte de log, vous ne pouvez pas dire quelque chose qui a par exemple eu un événement 6 mois avant, n'est-ce pas? Vous ne serez incapable de le dire parce que les logs ont disparu. Donc, voilà, n'est-ce pas? Je vais revenir sur la slide précédente, n'est-ce pas? L'ensemble des
configurations minimales, vraiment minimales, qu'il faut mettre en place avant de mettre un Azure AD en production. Et puis, vous pouvez ajouter, bien sûr, on peut toujours, dans le plan de la sécurité, on peut toujours faire plus, d'accord? Mais ce qu'on dit, c'est que ça, c'est le minimum que vous devez mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, être quelqu'un qui est aux normes avant d'aller dans l'espace public. Parce que si vous n'êtes pas aux normes, n'est-ce pas, ce sera trop facile de vous attaquer. Or, notre truc, c'est pas que c'est qu'on veut quand même dormir tranquille, on va avoir nos week-ends, profiter de notre famille, donc, et ne pas être, n'est-ce pas, appelé urgemment parce que il y a, et ce que je vais vous rappeler que quand il y a une intrusion dans un système cloud, vous pouvez mettre 6 mois, 1 an avant de le savoir. Retenez-le. C'est-à-dire que l'intrusion, ce n'est pas que un attaquant, il est introduit et que vous êtes au courant de la situation aujourd'hui. Donc, ça peut prendre du temps. D'accord? Donc, c'est très important de le savoir. Donc, nous étions donc en train de parler des configurations minimales. Eh bien, donc, je vais donc vous mettre ce qu'on appelle, ce qu'on a prévu comme petit cadeau pour tous nos amis qui ont participé à nos webinaires. Eh bien, c'est quoi? C'est une ressource importante. C'est un outil qui va vous permettre d'auditer votre Azure AD, n'est-ce pas? Et ça va vous générer un joli rapport que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas? Et puis, c'est une vidéo qui est publiée sur le site de ST Digital, donc vous aurez la possibilité de savoir comment l'outil fonctionne. L'outil s'appelle Scuba Gear. Scuba Gear, c'est un outil qui a été mis au point par le CISA. Le CISA, c'est le Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Donc, en fait, c'est l'agence américaine, du gouvernement américain fédéral qui s'occupe de toutes les questions de sécurité. Effectivement, bon, face à tout, au fait que eux, là-bas, ils voulaient harmoniser, n'est-ce pas, et donner des outils à leurs administrateurs qui évoluent dans le cloud et qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc, ils ont mis, c'est un script PowerShell, n'est-ce pas? Et dans la vidéo, n'est-ce pas, c'est une vidéo de 15 minutes. Donc, vous pouvez le faire vous-même, n'est-ce pas, et à votre moment et à votre convenance. Et vous pouvez, n'est-ce pas, l'exécuter et puis avoir votre rapport et savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au aux configurations minimales que nous venons de lister. Est-ce que ça s'est activé dans mon tenant? Parce que on ne vous demande pas d'aller voir. Est-ce que j'ai activé, est-ce que j'ai bloqué les protocoles hérités? Est-ce que j'ai fait ceci? On vous demande, n'est-ce pas, de consulter votre rapport. C'est bien plus pratique. Donc, ça, c'est la première chose, n'est-ce pas, dans le truc. Donc, la deuxième chose, bon, ça c'est le cadeau, ça c'est ce que j'appelle mon cadeau. C'est un cours qui est publié sur la plateforme Udemy et qui a été mis en place par votre humble serviteur et qui permet de vous montrer pas à pas, bon, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, qui veulent effectivement apprendre, qui permet de vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez mettre tout ce que nous avons listé là, comment mettre en place le PIM, comment faire ceci, comment bloquer le consentement des utilisateurs, ainsi de suite. Donc, tout ça réuni dans ce petit cours qui est disponible sur la plateforme Udemy et que vous pouvez, n'est-ce pas, prendre et faire. Et tout ça, c'est des ressources, n'est-ce pas, que nous mettons à votre disposition pour vous capaciter. Parce que aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est que il faut déjà être informé de ce qui est possible de faire et de ce qui est possible. Il faut toujours connaître la maladie, n'est-ce pas, dont on souffre. C'est très important. Mettre un nom sur sa maladie et pouvoir dire à quel niveau nous sommes malades. Je pense que c'est la première étape, n'est-ce pas, de tout processus d'amélioration, n'est-ce pas, être capable de nommer sa maladie, de dire à quel point nous sommes malades, et puis maintenant, de mettre en place des mécanismes, n'est-ce pas, pour pouvoir remédier à cette situation. Donc, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que peut-être que dans les 17 configurations que nous avons listées, peut-être que vous n'allez pas les mettre toutes au même moment en place, mais au moins, commencez au moins par mettre 5, n'est-ce pas, sur 17. Au moins là, vous aurez, n'est-ce pas, fait ce qu'on appelle de l'amélioration et vous saurez ce qui vous reste à faire. Donc, c'est très important. Quand vous assistez à un webinaire comme ça, c'est de passer à l'action. C'est ce que moi, c'est ce à quoi moi je vous exhorte, de passer à l'action. Parce que ces choses, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous avez tous les outils. Vous avez
un outil qui vous permet d'auditer votre environnement pour savoir où vous en êtes. Si vous ne savez pas faire l'audit, vous revenez vers ST Digital. On va mettre une ressource à disposition. Si vous avez fait votre audit, vous pouvez, n'est-ce pas, décider n'est-ce pas, de prendre les actions correctives si c'est dans vos machins, ou alors vous faites encore appel à ST Digital pour vous aider à remédier à cette situation. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter, n'est-ce pas? Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais juste finir un peu par... ça c'est moi, s'il vous plaît. Je vais juste finir par... j'aimerais, n'est-ce pas, un petit sondage. Bon, c'est pas, c'est un petit sondage qui va apparaître à l'écran. C'est de nous dire de quel pays, à partir de quel pays vous nous suivez actuellement, s'il vous plaît, n'est-ce pas? À partir de quel pays vous nous suivez actuellement. Et, euh, et puis, ce sera la fin de notre présentation et puis on pourra passer aux questions et réponses. Donc, votez simplement à le Togo, le Cameroun. Merci. OK. Ah, il y a Togo, Cameroun, sont les, les Congo-Brazzaville. Ah, Stevie, du Congo-Brazzaville. Merci. Merci, Stevie. OK. Voilà. États-Unis. Ouh, merci. Voilà. Bénin. République de Côte d'Ivoire, oui, il y a aussi la Côte d'Ivoire. En tout cas, je vous remercie pour votre aimable attention et je suis à vous pour les prochaines minutes pour prendre, n'est-ce pas, répondre à vos questions. Merci à vous. Fabrice, je ne sais pas comment ça va se passer pour les réponses aux questions. Est-ce que tu vas me les lire ou alors les gens peuvent ouvrir les micros, je ne sais pas. On va commencer avec les questions sur le chat. D'accord. J'ai deux questions ici. Après, on laisse la parole aux participants. Ils peuvent lever la main et nous allons leur donner la parole pour poser leurs questions. La D'accord. première question sur le chat. Un invité, même par défaut, ne devrait pas avoir besoin d'un mot de passe pour accéder à son espace du tenant. Alors, un invité, même par défaut, ne devrait pas avoir besoin d'un mot de passe pour accéder. C'est Raïssa qui a posé la question. Je ne sais, je ne sais pas à quoi elle fait référence précisément, mais normalement, par exemple, quand vous invitez quelqu'un sur Teams, en fonction de la configuration de votre environnement, justement, n'est-ce pas, cette personne n'a pas besoin de mot de passe pour assister à une réunion Teams ou pour collaborer avec vous sur Teams. C'est by design, c'est comme ça que le système est fait. Maintenant, il y a des manières effectivement de changer cette configuration, n'est-ce pas? Vous pouvez imposer même à un invité d'avoir du MFA, si vous voulez. Donc, ça dépend de la configuration de l'environnement. Mais par défaut, effectivement, il y a des comportements qui peuvent faire tiquer des gens de la sécurité. C'est pour ça qu'on vous dit effectivement que dans une organisation qui est bien, quand c'est bien fait, les utilisateurs ne devraient pas avoir la capacité d'inviter les invités à leur bon vouloir. Ça doit passer par un processus, n'est-ce pas, qui est maîtrisé, ce que je vous dis. Oui. Autre question, Fabrice? Une seconde question. S'il vous plaît, le lien de ce... Ah, c'est une demande. S'il vous plaît, le lien de ce site Microsoft sur les abonnements de gestion de licence et des droits d'utilisateur sur Ah, Azure ok, AD. ok, d'accord. Le lien sur les droits d'utilisateur Azure AD, oui. Je vais mettre je vais mettre ça à l'écran tout à l'heure. Donc, ok, ça c'est, ok. Donc, je vais mettre le lien. Donc là, je viens de le poster, oui, sur le truc. Bon, pour les licences, c'est pas un lien. Pour les licences, c'est pas un lien. Mais bon, si, c'est qui a posé la question? C'est François. Je suppose
au lien des licences Azure AD P1, P2. Ce n'est pas un lien spécifiquement, mais bon, on pourra, si vous avez des questions, on pourra répondre même en privé et vous donner des références. Il n'y a pas de souci. Mais pour le lien que j'ai présenté, n'est-ce pas, le voilà. Merci, Gaston. Oui. Une autre question. Qu'en est-il de la sécurité pour un environnement hybride AD et Azure AD? Oui, ok, oui, ça c'est une question intéressante, Hussein. Bon, en fait, dans ce séminaire, on a pour simplifier, n'est-ce pas, on a parlé juste de la sécurité de la partie Azure AD. Effectivement, pour la partie AD, qui est dans la partie, en fait, là, c'est ce qui manque ici. Pour compléter la partie AD, c'est la partie, n'est-ce pas, AD locale que nous n'avons pas traité dans ce sujet parce que ça sortait du cadre du sujet. Mais tout ce que nous avons dit ici tient dans ce cadre-là. Donc, ce que vous allez faire sur l'AD va juste venir être en ajout. Effectivement, en fonction de la configuration de votre environnement, vous devez sécuriser l'AD, n'est-ce pas? Vous devez sécuriser l'AD que vous avez en local qui se synchronise avec l'Azure AD. Ici, nous avons parlé que de l'Azure AD, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'on a dit ici tient, même si vous êtes dans ce cas-là. D'accord, merci Gaston. Nous allons encore donner, il est déjà 16 heures, donc nous allons donner 2 minutes à nos participants. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main et ouvrir votre Vous pouvez micro pour ouvrir le poser des micro, oui. questions. Pour Oui. poser des questions. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir, madame. Bon, j'ai une question, mais qui va un peu au-delà de ce que nous avons parlé aujourd'hui, de ce que vous avez parlé aujourd'hui, en fait. OK. Je voudrais savoir exactement, parce que j'ai eu à faire quelques recherches et Moi, je l'ai perdu, hein. Je ne sais pas si vous aussi. est-ce que la zone d'atterrissage Azure intervient? Pardon? Moi, vous m'avez pas entendu. Je disais ceci. Oui. Vous me suivez? Oui, donc, non, vous pouvez répéter votre question, je n'ai pas suivi. Donc, je disais que je vais aller au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai entendu parler des zones d'atterrissage Azure pour mettre en place la sécurité sur le cloud, en fait, de manière générale Oui, et sur les identités. oui. J'aimerais savoir à quel niveau exactement est-ce que les zones d'atterrissage interviennent dans la gestion des identités. C'est-à-dire, quel est le rôle exact des zones d'atterrissage? Parce que je n'ai pas très bien compris cette partie-là et je n'ai jamais réussi à comprendre exactement. Bon, Raïssa, je vais répondre, mais effectivement, Oui, ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on a dit. En fait, une oui, zone d'atterrissage, c'est ce que souvent les architectes appellent la landing zone. Et dans la oui, landing zone, en fait, généralement, c'est des concepts qu'on utilise dans des projets Azure, Azure plutôt de type cloud IaaS, c'est-à-dire les oui, infrastructures Azure, les serveurs, ainsi de suite. Et comme en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que comme vous mettez des ressources à la disposition des utilisateurs, donc, oui, quand on conçoit, avant de mettre le projet à la disposition des utilisateurs, on construit donc une landing zone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mhm, que dans cette zone-là, on a déjà défini des critères de sécurité et vous, quand oui, vous consommez cet espace, vous êtes soumis à cette sécurité-là. Je prends un exemple. Par exemple, si, pour ceux qui connaissent un peu Azure, dans une landing zone, on peut par exemple dire que pour cette landing zone, vous ne pouvez créer que des machines dans telle zone. Par exemple, dans la zone France, Europe ou je ne sais pas oui, trop quelle autre zone. Ça veut dire quoi? mhm, Ça veut dire que vous, comme utilisateur, quand vous voulez, vous allez venir, n'est-ce pas, faire cette action, vous ne serez limité qu'à cette zone-là. Ça, effectivement, c'est un dispositif de sécurité, mais c'est un dispositif qui est utilisé par les architectes Azure qui mettent des ressources à la disposition des utilisateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'architecte, il met à oui, disposition cet environnement et les gens, les opérationnels l'utilisent au quotidien. D'accord? Mais il met de la mhm. sécurité, il met de la conformité et puis il met ça en production.
Et certains même des D'accord, éléments d'accord. que nous avons mentionnés aujourd'hui peuvent être des éléments qui entrent dans une landing zone. Mais c'est un sujet qui est effectivement en dehors de notre webinaire. Et si vous voulez qu'on en discute, on peut le faire en privé. Il n'y a pas de souci. Merci. Mhm. Donc, c'est bon pour moi. OK. Donc, Fabrice, Merci à à toi le mot tous. de la fin. Oui, merci à tous. Bon, je crois qu'on va prendre une dernière question pour clôturer ce webinaire. Que faut-il faire lorsqu'un compte est piraté? Gaston? Que faut-il faire lorsqu'un compte est piraté? Bon, effectivement, répondre comme ça, que faut-il faire? Parce que, bon, si un compte est piraté, qui ne dit pas que c'est plusieurs comptes, il faut. Moi, pour faire simple, je dis, il n'y a pas une réponse simple à cette question. Appelez SC Digital. On va vous dire quoi faire. Il n'y a pas de souci. Merci, Gaston. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai mis l'adresse mail de ST Digital pour toute autre question en rapport avec ce webinaire ou sur d'autres sujets comme comment faire, que faut-il faire lorsqu'un compte est piraté. N'hésitez OK. surtout pas à nous contacter et nos experts se feront un grand plaisir de vous aider. Je vous souhaite à tous bonne fin de journée. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau webinaire. Et merci à Gaston pour cette belle présentation. Merci à vous et bon après-midi. Merci.